Florian, Florian, on est ravi de vous accueillir dans ce studio. On a évidemment plein de questions à vous poser sur ce que vous faites. Alors, vous avez donc des créations un petit peu particulières, des créations qui sont inspirées du monde médiéval et également du paganisme scandinave. Alors du coup, forcément, ça m'intrigue un petit peu tout ça et j'ai une première question à vous poser. Qu'est-ce que le paganisme scandinave ? Alors le paganisme scandinave, je vais essayer de vous faire une petite définition assez rapide et assez simple. Le paganisme, contrairement à une religion, on peut plutôt appeler ça un courant de pensée, un style de vie, qui va être assez proche de l'animisme finalement, c'est-à-dire de prêter un esprit ou une énergie aux choses qui nous entourent et essayer de vivre de façon un peu plus ouverte aux forces qui peuvent jouer, au cycle de l'année, aux éléments qui peuvent entrer en jeu, etc. Et donc c'est un mode de pensée, je dirais même un mode de vie, sur lequel parfois on rattache une certaine mythologie selon les origines. Moi je rattache la mythologie scandinave avec le panthéon qui va avec. Et c'est une définition très courte, mais pour vous donner un ordre d'idée. Et si vous souhaitez plus d'informations, évidemment, vous pouvez vous renseigner directement auprès de notre invité. Bien sûr, on vous donnera ses coordonnées tout à l'heure. Vous pourrez évidemment lui poser d'autres questions sur le paganisme. Croyez-moi, il en connaît un rayon, mais malheureusement, on ne peut pas plus développer, sinon on n'aura pas le temps de parler de ses spécialités et ce serait bien dommage. Alors, maintenant qu'on a développé un petit peu sur ce fameux paganisme qui était un terme un petit peu barbare au départ pour nous, pourquoi avez-vous choisi du coup le paganisme et le monde médiéval comme sujet de vos créations ? Est-ce qu'il y a un lien entre ces deux thématiques ou est-ce qu'il s'agit simplement de deux univers séparés qui vous plaisaient et que vous avez simplement choisi d'allier ? Eh bien, c'est un petit peu des deux, je dirais. Depuis tout jeune, je suis tombé dans le paganisme vers mes 13 ans, donc où je me suis retrouvé dans ce mode de fonctionnement, dans ce mode de pensée que j'ai développé moi à titre personnel. J'avais un travail tout à fait lambda, on va dire, pendant très longtemps. Je fais aussi partie d'une troupe médiévale qui s'appelle la Terra Asili, qui est basée à Clermont-Ferrand. Et en fait, finalement, à un moment, le mélange entre l'histoire, le paganisme se fait assez rapidement, puisque dans le paganisme scandinave, on se base sur des textes, sur des éléments archéologiques qui ont été retrouvés pour essayer de comprendre les modes de pensée, les façons de fonctionner des communautés, etc. Et en fait, finalement, je travaille avec un mélange des deux et j'ai décidé d'en faire mon activité à temps plein. D'accord. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans cette fameuse échoppe du loup ? Quelles sont les différentes créations que vous proposez ici ? Alors dans l'échoppe du loup, on va aussi bien trouver de l'utilitaire médiéval. J'essaye de m'adresser un petit peu aux médiévistes, de leur fournir des objets inspirés de pièces qu'on a pu retrouver, que ça colle parfaitement à l'époque sur laquelle ils travaillent, aussi sur le côté pratique de l'objet. Je vais aussi proposer des objets avec une esthétique médiévale, là, qui va s'adresser peut-être à un plus grand nombre des personnes qui sont sensibles à cette esthétique, qui veulent décorer leur intérieur avec des objets inspirés d'objets médiévaux ou dans cette esthétique-là. Je développe aussi l'esthétique pagane, on va dire, donc avec toute une symbolique, des objets qui se rapportent au paganisme scandinave, avec beaucoup d'entrelacs, des runes, etc. Et j'essaye aussi de proposer, en lien donc avec moi, ma pratique et mes croyances, un utilitaire pour les personnes qui sont dans le paganisme et qui cherchent des objets qui vont leur servir pour leur pratique, des objets qui possèdent une âme, ou en tout cas qui vont leur permettre de développer leur ressenti lors de pratique. D'accord, donc en fait, pas mal d'objets qui ont toute une symbolique en soi. Hein. Différents objets, j'essaye toujours de mêler la création avec une symbolique. Pour moi, tous les objets ont une raison d'être et une âme, donc je préfère faire un objet, d'en faire peut-être moins, mais d'avoir un objet qui a une histoire, ou en tout cas qui fait des clins d'œil à des choses qui me paraissent importantes, qu'un simple objet banal qu'on ne va pas considérer. Je développe aussi en ce moment un nouveau service que vous pourrez retrouver notamment sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Je propose un service qui est basé sur la magie
la magie islandaise et la magie runique qui me permet en fait, après un rendez-vous avec la personne, de lui proposer un talisman qui va répondre à des besoins ou à des envies. Après un rendez-vous où on va discuter de tous ces éléments-là. Donc c'est un nouveau service que je propose que vous pourrez retrouver D'accord, sur donc les en fait, réseaux. vous proposez finalement pas mal de choses. Alors évidemment, on invite nos amis auditeurs à acheter un petit coup d'œil à vos réseaux. Ce sera un petit peu plus simple. Ça permettra de découvrir de visu, effectivement, toutes vos créations et tout ce que vous proposez. Alors, quelles sont les différentes techniques que vous utilisez dans vos créations? J'imagine que vous mêlez pas mal de méthodes, de techniques différentes en soi. Je dirais oui que j'utilise des techniques, autant de techniques que de matériaux. Comme je travaille essentiellement des matériaux, je dirais plutôt naturels, je travaille beaucoup l'os, les ossements, les crânes, je travaille le cuir, le bois, un petit peu la pierre. Et donc pour chaque matériau, il y a des techniques à apprendre et à comprendre. Par exemple, pour le cuir, je vais faire des repoussages. Le repoussage du cuir, c'est une technique qui est très connue. Les techniques de couture, le point de sellier, etc. pour fournir des articles solides et durables dans le temps. Le choix du cuir, etc. est important. Pour le bois et l'os, vous allez souvent retrouver des pyrogravures. Donc, c'est-à-dire que j'utilise un outil qui me permet de graver dans ces matériaux-là avec un outil qui est chauffé à peu près à 400 degrés. Qui permet de marquer le matériau et moi de l'orner. Et pour la pierre, je vais utiliser le même système, un graveur, pour pas donner de marque, hein, un Dremel, avec des pointes diamantées qui me permettent d'inciser la pierre et d'ajouter mes motifs dessus. D'accord. Ok. Alors moi, je voudrais savoir comment t'es venue l'idée d'en faire sur des crânes, de la pyrogravure. Alors... Parce que c'est pas quelque chose de courant. Je sais pas exactement comment ça m'est venu. Je dirais que comme mon travail est intimement lié à mon mode de vie, ça me paraît assez logique que je tende vers l'utilisation de matériaux qui me parlent le plus. Et effectivement, voilà, moi mon dada c'est les ossements et c'est un matériau qu'on retrouve très peu et qui a pourtant été utilisé depuis des milliers d'années et qui se travaille particulièrement bien. Il y a tout un travail avant de préparation des ossements, de nettoyage, etc. pour que la personne ait un objet exempt de bactéries, etc. Et avec ce matériau-là, je peux faire beaucoup plus de choses qu'avec des matériaux actuels. Et il y a aussi l'aspect, en tout cas moi personnellement, de pouvoir utiliser au maximum ce que me proposent les animaux. J'utilise le cuir, j'utilise la fourrure, et ça me semble logique, en plus de consommer la viande si c'est possible, d'utiliser les ossements. Et c'est pas trop dur finalement de faire de la pyrogravure sur de l'ossement directement, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de voir ça sur du bois et pas forcément sur des os. Oui, c'est pas plus dur, mais c'est beaucoup plus long. Et ouais, voilà, il faut beaucoup de patience. Au-delà du fait que le matériau en lui-même a une espèce de valeur quand même, pour moi spirituelle, et aussi que c'est un matériau que je vais pas pouvoir retrouver aussi facilement que du bois. Donc je vais devoir travailler beaucoup plus lentement, ne pas faire d'écart sur la pyrogravure, parce que le moindre écart fait une trace qui est presque indélébile. Et donc oui, je dirais que c'est le même principe, avec des températures le plus hautes possible. Pas trop, parce que sinon l'os craque, il faut laisser des fois reposer, il faut respecter aussi le matériau qui est parfois très fin. Hein. L'os, sur un crâne, il y a des parties qui sont très fines, et de vraiment prendre le temps. Le matériau qui me demande le plus de temps, c'est le crâne et l'os. Tu les trouves où alors, ces crânes et ces ossements. Et oui. Il va dans la forêt et il prend des animaux, non, non, je pense que ça se passe pas comme ça. Non, y a, pour les personnes qui, comme moi, travaillent sur des ossements, il y a différentes possibilités. Je vais en citer deux, et il y en a une que je ne fais pas, et je vous expliquerai pourquoi. Donc la première possibilité, la facilité, ce serait d'acheter à des revendeurs le matériau en lui-même. Donc on peut acheter effectivement des crânes ou des ossements sur internet, ou des revendeurs parfois sur des médiévales ou autres. C'est quelque chose que je ne fais pas parce que je ne
connais pas l'animal, je ne sais pas comment il a été élevé, d'où est-ce qu'il peut venir, je ne connais pas aussi si ça engendrerait pas une espèce de marché un peu macabre, voilà, comme il existe, comme il y a eu avec la fourrure, le cuir, il y a eu certains soucis, donc oui, c'est important, moi en tant qu'artisan, de faire attention d'où provient mon matériau pour ne pas financer les choses qui divergent un peu de mon état d'esprit en tout cas. Bien sûr, on veut pas de marché noir, on veut des choses qui sont vraiment tracées et qui vraiment ne posent pas souci en fait. C'est pas l'énergie que tu veux mettre là-dedans. Exactement. Et du coup, j'ai décidé de mettre en valeur les accidentés. J'estime que sur les routes, ou même des fois hors des routes, hein, ça arrive, on tue énormément d'animaux qui sont laissés là, ou en tout cas qui ont une existence qui est un peu avortée, un peu perdue. Et moi, en les récupérant, en m'occupant d'eux, donc c'est ma vision des choses, hein, en essayant de les préserver, de les embellir et de les confier à des personnes qui vont les avoir chez eux et prendre toujours un instant pour les regarder, pour en prendre soin, pas seulement en tant qu'objet, mais en tant qu'âme. Oui. Donc je mets en valeur ces animaux-là. Il arrive aussi que j'ai des animaux qu'on me confie, donc c'est des particuliers qui élèvent des animaux pour leur consommation personnelle, que je connais, que je côtoie, donc je connais l'animal, je sais comment il est élevé, et au moment où il est transformé effectivement pour l'alimentation, moi j'entre en jeu. Alors parfois c'est un échange de savoir, parce que je vais peut-être aider à tanner la fourrure, en échange des ossements, etc. Et ça me permet d'avoir un regard sur la façon dont a vécu l'animal, et moi je le prends en charge après pour la suite. Et le but ultime, effectivement, c'est de le confier à quelqu'un qui en prendra autant soin que moi. Oui, tu leur racontes un petit peu l'histoire. Voilà. La totalité des crânes ou des ossements que je peux vendre, je peux vous dire de quel animal il provient, le sexe de l'animal, d'où il venait. Ah oui, donc un véritable livre ouvert en fait, vous êtes un puits de science par rapport à ça. Ça reste des êtres, donc je vais en parler autant que... Enfin, de la même façon que je parlerai de quelqu'un, mon voisin que je connais, voilà. Je fais pas de différence. Et alors, tes sources d'inspiration pour tes créations, elles sont très diverses, peux-tu nous en parler ? Et est-ce que c'est basé sur des documents en particulier ou pour trouver tes idées ou pas ? Ou c'est vraiment quelque chose que tu fais instinctivement ? Alors, j'ai commencé, notamment pour le travail sur les ossements, à m'inspirer beaucoup de l'ornementation scandinave, que la plupart des gens vont appeler viking, l'art viking. C'est assez méconnu, hein, comme c'était pas forcément des barbares avec des casques à cornes recouverts de sang et de boue, c'était plutôt des marchands, des orfèvres très renommés, c'était des artisans avant tout, qui commerçaient dans le monde entier. Et il y a toute une esthétique, ils ont tout un esthétisme qui est lié à leur mythologie, qui est basé sur des entrelacs, souvent des entrelacs animaliers, etc. Donc c'est des choses que j'essaie de rapporter en me basant sur une source historique sur les objets que je fabrique. Et aussi parfois je m'inspire par exemple d'une pierre gravée, mais sans reproduire forcément le motif. Je vais essayer plutôt de retranscrire un petit peu l'essence de ce que je perçois. Comme par exemple le crâne de cochon que vous pouvez retrouver sur Instagram, où là pour le coup, plutôt que de retranscrire un symbole déjà préexistant, j'ai essayé de le maquiller, de lui créer un masque qui porte et qui a la même portée en fait que la gravure à la base, mais mis sur lui comme s'il était maquillé un petit peu dans un style un peu guerrier. Voilà. Donc, je m'inspire de bases historiques souvent ou d'esthétiques autour du paganisme et j'essaye après de mettre ça ensemble. Ce qui n'est pas toujours facile, hein, j'imagine. C'est pas toujours facile, non. C'est toute une réflexion, hein, ça c'est sûr. Bon, en tout cas, on était très contents de vous avoir avec nous et de pouvoir échanger un petit peu sur ce que vous faites. C'est vrai que c'est quelque chose de très original. Et ça n'est pas fini, on a encore 2 invités juste derrière, vous allez voir, c'est très sympa. Avant de vous laisser, on a quand même une dernière question pour vous, une question très importante. Où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Est-ce que vous avez éventuellement donc une page Facebook, peut-être une page Instagram, également peut-être un site internet où on peut éventuellement en savoir plus sur ce que vous faites ? Oui, donc vous pouvez me retrouver sur Instagram
sous le pseudo Échoppe du Loup, avec des tirés du 8 entre chaque mot. Sur Facebook aussi, l'Échoppe du Loup, vous devriez pouvoir me trouver. J'ai une boutique en ligne, donc c'est www.l'échoppeduloup.com, tout attaché, où vous pouvez voir une bonne partie des créations qui sont disponibles. Et je me ferai un plaisir de vous retrouver sur les réseaux. Vous pouvez tout à fait même m'écrire pour poser des questions sur ce que je fais, ou que ce soit sur le paganisme ou la création en elle-même. C'est toujours très intéressant pour moi d'en discuter, de partager un petit peu ces choses-là qu'on n'entend plus trop aujourd'hui. Et puis évidemment, on vous retrouvera forcément sur le marché des curiosités. Non. Sur le marché des curiosités, Sur oui, QC évidemment, Game. peut-être. C'est Sûrement, possible. oui. Mais, sur le QC Game, voilà. Oui. En même temps, Et marché bien des donc. curiosités, QC Game, on en est très proche avec tous les artisans qu'on peut avoir. On a des curiosités sur cet événement aussi, donc voilà. Et Donc- puis il y a d'autres événements que tu fais, tu les annonces de toute façon sur tes pages. Oui, ils sont toujours annoncés un peu à l'avance sur les réseaux sociaux. Bon, en tout cas, rendez-vous ce samedi donc au QC Game à la passerelle pour découvrir un petit peu les créations de l'Échoppe du Loup. Et puis rendez-vous également sur les réseaux sociaux. Vous l'avez compris, il y a pas mal de pages à aller consulter. Vous verrez les photos, vous verrez, c'est très sympa. C'est franchement, quand on écoute un petit peu vos dires, forcément, on a déjà un ordre d'idée de ce à quoi ça peut ressembler. Mais quand on voit vraiment les choses, là, c'est différent. On a vraiment quelque chose de magnifique sous les yeux. Merci en tout cas beaucoup. d'avoir été avec nous. On vous souhaite plein de belles choses pour la suite. Et puis, vous revenez quand vous voulez. Merci, ce sera avec plaisir. Et allez, on va continuer avec un petit peu de musique. On vous propose tout de suite un petit Julien Clerc. Tiens, on va écouter Quand je joue. Et on se retrouve dans quelques instants avec la prochaine invitée de cette soirée. On va parler cette fois-ci de bijoux.